Le tissu musculaire cardiaque, qui est un tissu qui est différent du muscle squelettique. Donc, le seul endroit où on peut trouver ce tissu musculaire, c'est au niveau du cœur, comme son nom l'indique. Donc, les cellules musculaires cardiaques sont un peu différentes des fibres musculaires squelettiques. Donc, en gros, ils sont disposés en groupes épais au sein de la paroi du cœur qu'on appelle le myocarde. Donc, la partie du cœur qui est musclée, on appelle ça le myocarde. Ce sont des cellules qui sont ramifiées, sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus épaisses que les fibres musculaires squelettiques qu'on retrouve dans les muscles squelettiques comme le quadriceps, le gastrocnémien ou le biceps, possèdent un ou deux noyaux. Ils sont striés et contiennent des sarcomères et ils comptent un très grand nombre de mitochondries, puis utilisent exclusivement la respiration aérobique pour mobiliser de l'énergie. On retrouve des structures qui sont vraiment spécifiques au tissu musculaire cardiaque. Entre autres, on retrouve les disques intercalaires. Ces disques intercalaires qui sont en fait, qu'on peut voir au microscope, qu'on peut voir en histologie, ce sont des jonctions qui relient les cellules cardiaques ensemble et ils sont composés de desmosomes et de jonctions ouvertes. On a vu ça au chapitre 4, les desmosomes et les jonctions intercellulaires. Ce sont des cellules qui sont autorythmiques, donc qui sont responsables des battements de cœur répétés et rythmiques sans qu'il y ait d'innervation spécifique. Ces cellules-là vont stimuler les cellules musculaires cardiaques et la force et la fréquence des battements du cœur vont être régies par le système nerveux autonome, qu'on n'a pas vu encore, mais qui est séparé en deux parties. Le système nerveux autonome est séparé en une portion parasympathique et l'autre sympathique. Donc, c'est un peu comme le yin et le yang, on en reparlera, mais le parasympathique, c'est le système nerveux autonome qui est en lien avec le repos, la digestion et en fait l'accroissement cellulaire. Et puis, le système nerveux autonome sympathique ou orthosympathique, qui peut être aussi nommé dans certains livres, c'est en fait le système du stress. Donc, c'est une augmentation des battements cardiaques, une augmentation de la rapidité de respiration. On va avoir aussi un accroissement du sang dans la région musculaire et il va y avoir bien sûr une hausse du métabolisme. Donc, vous voyez ici le muscle cardiaque tout en haut, juste ici, et vous avez en bas les cellules cardiaques qui sont ramifiées. Donc, vous voyez leur longueur, beaucoup moins longue que les fibres musculaires qu'on a vues. On voit les disques intercalaires qui sont en fait là, les petites bandes qui sont noires ici, mais qui ont été colorées bleutées sur cette partie-là. Puis, on voit le noyau des cellules qui peuvent être au nombre de 1 ou de 2, dépendant des cellules musculaires cardiaques qu'on peut voir. On voit ici d'autres disques intercalaires, d'autres noyaux, d'autres fibres ramifiées. Donc, bien sûr, il faut retenir que les cellules sont plus courtes, qui ont le disque intercalaire qui est différent, que ces cellules-là vont être autorythmiques et qu'ils ont 1 à 2 noyaux. On a encore d'autres photos histologiques qui permettent de bien cerner la différence entre un muscle squelettique et un muscle cardiaque. Donc, on les voit ici, les disques intercalaires. On voit l'intérieur du cytoplasme au niveau de la cellule musculaire cardiaque. Possède aussi un sarcolème, possède des mitochondries, possède un noyau, parfois 2. Puis, vont avoir l'endomysium et le périmésium qu'on voit aussi là, au niveau du muscle squelettique. Autre type de tissu musculaire, c'est le tissu musculaire lisse qu'on retrouve principalement dans les organes systémiques de notre corps. Donc, leurs fonctions vont varier selon l'emplacement. Si on prend l'exemple du système cardiovasculaire, il existe des tissus lisses, tissus musculaires lisses au niveau des vaisseaux sanguins et leur rôle va être principalement de réguler la pression artérielle et la distribution du sang. Si on prend un exemple du système respiratoire, dans les petites bronches qu'on appelle les bronchioles, ça va contrôler le volume d'air qui peut arriver vers les alvéoles. Donc, une contraction des muscles lisses vont diminuer la lumière à l'intérieur des bronchioles et un relâchement va pouvoir dilater finalement l'endroit où l'air va avoir tendance à passer. On prend un exemple du système digestif. Si on voit les intestins, il va y avoir du tissu musculaire lisse à l'intérieur des intestins. Ils vont pouvoir propulser et mélanger les aliments ingérés par un processus qu'on appelle le péristaltisme. Et ce péristaltisme est possible grâce à la présence du tissu musculaire lisse qui est retrouvé à l'intérieur. Autre exemple dans le système urinaire, les uretères qui amènent l'urine des reins jusqu'à la vessie vont donc permettre de vider ces conduits
pour pouvoir faire entrer l'urine dans la vessie. Puis l'utérus est capable d'expulser le bébé dans le système génital féminin et tout ça grâce aux cellules musculaires lisses. Dans d'autres systèmes, vous avez d'autres exemples ici, les risques de l'œil, les muscles lisses vont régir la quantité de lumière qui va rentrer. Dans les corps ciliaires, ils vont permettre de focaliser la vision sur un objet. Et dans les muscles arrecteurs des poils qu'on a déjà parlé dans le chapitre 5, vont produire la chair de poule qui va permettre de dissiper un surplus d'énergie dans notre corps et donc pouvoir augmenter la température corporelle. Le muscle lisse à fort grossissement, vous les avez sur le côté. Donc, des fibres musculaires sont lisses, sont longitudinales. Ils vont être, bien sûr, en forme un petit peu là, on pourrait dire, là, une espèce de pentagone. Et les fibres musculaires lisses transversales vont avoir une forme très, très spécifique. Donc, l'emplacement de ces muscles lisses-là, on peut dire que c'est des muscles qui sont ubiquitaires, qui veut dire qu'on les retrouve à peu près partout. Système digestif, urinaire, génital, respiratoire, cardiovasculaire, on les retrouve à peu près dans tous les systèmes. Au niveau de l'anatomie microscopique de ce type de cellules musculaires, les cellules ont un type, une structure fusiforme, vont être renflées au milieu et minces aux extrémités, vont permettre un empilement compact des cellules les unes sur les autres. Ils vont avoir un noyau central. Ils vont être aussi de très petite taille, donc ils sont jusqu'à 10 fois plus petites que les cellules qu'on retrouve dans le muscle squelettique. Et leur longueur va être des milliers de fois inférieure parce que la fibre musculaire squelettique, comme on le sait, a la même longueur que le muscle. On va avoir de l'endomysium qui va entourer chacune de ces cellules dans les profondeurs des organes et des systèmes. On les voit ici, donc cette forme fusiforme, les noyaux qui sont principalement centraux, au niveau de la cellule musculaire lisse. Les caractéristiques de la cellule, le sarcolème va contenir plusieurs types de canaux ioniques à calcium. Dans ce type de cellule-là, il n'y aura pas de tubulité. Donc, la surface va être accrue par la présence d'invagination vésiculaire qu'on va appeler des calvéoles. Donc, en fait, les calvéoles vont remplacer les tubultés. Le réticulum sarcoplasmique va être très peu développé aussi. Et les ions calcium vont provenir principalement de l'extérieur de la cellule ou parfois aussi un peu du réticulum sarcoplasmique, mais en moins grande quantité. Donc, l'agencement des protéines d'ancrage et des protéines contractiles dans le muscle lisse ne va pas être tout à fait pareil comme dans le muscle squelettique. Donc, c'est un agencement qui est unique. On va avoir le cytosquelette qui va composer un maillage de filaments intermédiaires. On va retrouver des corps denses. C'est des points où les filaments intermédiaires vont interagir avec le sarcoplasme. Puis, on va retrouver aussi des plaques denses, des points où les filaments intermédiaires vont s'arrimer à la surface interne du sarcolème. Au travers de ça, on va avoir des protéines qui sont contractiles, qui sont disposées entre les corps denses et les plaques denses. Ça va les orienter à l'oblique ou obliquement par rapport à l'axe longitudinal, donc la partie la plus longue de la cellule. Et la contraction va induire donc une torsion. On ne voit pas de sarcomère, on ne voit pas de ligne Z. Ils ont donc une apparence très lisse et c'est pourquoi on les appelle des fibres musculaires lisses. Donc, il n'y a pas de stries comme on voyait même dans la fibre musculaire cardiaque ou la fibre musculaire squelettique. Aucun strie, aucun zigzag. Donc, on voit vraiment là, un aspect qui est très duveteux, très lisse au niveau de cette cellule-là. On les voit ici. Donc, les calvéoles, on les voit, c'est les espèces de petits trous qu'on voit sur les cellules musculaires lisses ici. On retrouve le système autonome qui va pouvoir régir la contractilité de ces cellules-là. On voit à l'intérieur des cellules musculaires lisses contractées, on voit un jeu de corps denses et de plaques denses. On voit aussi un jeu de cytosquelette qui est ramifié un peu comme une espèce de toile d'araignée qui va finir par spiraler la cellule lorsqu'elle va être contractée. Donc, elle va être un peu là, comme matelassée, comme on voit ici dans le bas. Ou au repos, elle va avoir sa forme qui est fusiforme. Donc, les filaments épais des muscles lisses sont pourvus de têtes de myosine, comme on a vu au tout début. Ils vont avoir ces filaments-là sur toute la longueur de la cellule. Et on ne verra pas seulement à des extrémités, donc il va vraiment en avoir dans tous les sens. Ils vont pouvoir former plus de ponts d'union et avoir une contraction qui est donc plus efficace. Les filaments fins des muscles lisses vont contenir de l'actine et de la tropomyosine.
Mais contrairement à nos muscles squelettiques, ils n'auront pas de troponine. On va retrouver aussi une protéine importante qu'on appelle la calmoduline, qui va être capable de lier une certaine quantité d'ions calcium pour former un complexe calcium-calmoduline. Puis on va aussi voir des kinases de la chaîne légère de la myosine, qui va être une enzyme qui est activée par le complexe calcium-calmoduline, qui va permettre de phosphoryler les têtes de myosine du muscle lisse et qui va donc causer aussi l'activation de l'ATPase, qui va permettre la séparation entre l'ADP et le phosphate inorganique et donc créer un peu d'énergie pour que cette cellule musculaire puisse se contracter ou pour que les ponts d'union puissent s'attacher ensemble et créer une tension. On va aussi retrouver la phosphatase de la chaîne légère de la myosine, qui est elle aussi une enzyme. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit, hein, la partie ASE, quand ça termine par ASE à la fin, on sait que c'est une enzyme qui va donc avoir une influence métabolique, donc qui va soit briser des structures chimiques pour créer de l'énergie ou pour déconstruire, pour reconstruire autre chose. Donc, la phosphatase va être une enzyme, elle va déphosphoryler les têtes de myosine, elle va donc inactiver, à l'inverse de la kinase, inactiver la TPase et elle va être indispensable au relâchement musculaire de ces muscles-là au sein des différents systèmes métaboliques. Les étapes de la contraction du muscle lisse, il va y avoir une stimulation, peu importe c'est laquelle, c'est souvent par le système nerveux autonome. Ensuite, il va y avoir une entrée d'ion calcium dans le sarcoplasme en provenance principalement du liquide interstitiel et du réticulum sarcoplasmique. La liaison du calcium va former avec la calmoduline un complexe appelé complexe calcium-calmoduline. Ensuite, ce complexe-là va se lier à la kinase, à chaîne longue de la myosine. Et ensuite, ça va activer et provoquer un arrimage avec l'actine. Il va y avoir ensuite une hydrolyse de l'ATP par la TPase de la myosine. Ça va produire un pivotement. Il va y avoir libération et arrimage répété de l'actine. Il va y avoir donc un glissement des filaments fins sur les filaments épais. Ça va créer de la tension sur les corps denses ancrés. Ça va raccourcir toute la cellule musculaire lisse. Il va y avoir donc une contraction musculaire à ce moment-là. Par la suite, on va avoir un relâchement. Donc, une fois qu'on a une contraction, il doit y avoir un relâchement. Ça va nécessiter l'arrêt de la stimulation. Donc, bien sûr, il faut que le stimulus principal soit disparu. Il va y avoir l'expulsion des ions calcium du sarcoplasme vers l'extérieur de la cellule pour s'en débarrasser. Et ensuite, il va y avoir la déphosphorylation de la myosine par la fameuse phosphatase de la chaîne légère de la myosine qui va altérer le fonctionnement de l'ATPase et donc on va avoir une diminution de l'ATP qui va se déphosphoryler à ce moment-là. Vous avez les étapes ici. L'ouverture de canaux ioniques calcium voltage dépendant, la liaison du calcium à la calmoduline, l'activation de la kinase, ensuite l'activation des têtes de myosine, puis à la toute fin, la formation de ponts d'union qui crée la contraction musculaire des muscles lisses. Le déclenchement et la durée de la contraction de ce type de cellules musculaires va être longtemps en latence, qui va être attribuable à la phosphorylation des têtes de myosine par la kinase et aux différentes fluctuations de l'activité de la TPase. La longue durée va être attribuable à la lenteur des pompes à calcium et à la déphosphorylation des têtes de myosine. Et la contraction doit se maintenir sur une certaine période. Donc, il va y avoir un certain tonus des parois des viscères, peu importe le viscère. Et donc, cette contraction doit être maintenue sur du long terme. Au niveau endurance, l'apport énergétique va être très, très faible par rapport aux muscles squelettiques, et donc ils n'auront pas une très grande endurance. L'ATP provient principalement de la respiration cellulaire aérobique, et la contraction se fait sans fatigue, et ça peut être fait sur de longues périodes. La courbe longueur-tension dans cette situation-là, en fait, cette courbe-là n'aura aucune restriction causée par les lignes Z puisque les lignes Z sont absentes. Les têtes de myosine sont au centre des filaments épais. Et le muscle lisse peut induire de fortes contractions lorsqu'il est comprimé à la moitié de sa longueur au repos, lorsqu'il va être étiré au double de la longueur du repos et lorsqu'il est à sa longueur au repos. Donc, l'étirement des parois de la vessie, par exemple, va permettre de la vider, quel que soit le volume d'urine qu'elle contient. Donc, c'est quand même relativement un muscle qui est capable de faire de fortes contractions. Le contrôle du muscle lisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tributaire du système nerveux autonome, qui est une partie involontaire de notre système nerveux. Donc, on ne peut pas contrôler volontairement la contraction des muscles lisses.
C'est une contraction qui se fait de manière réflexe et qui est gérée par des centres nerveux qu'on va retrouver au niveau du système nerveux central. Et la réaction va varier selon le neurotransmetteur qui est libéré. Donc, les muscles lisses au sein des bronchioles vont se contracter en réaction à la présence de l'acétylcholine, comme dans les muscles squelettiques. Et le relâchement va se faire plutôt en présence de noradrénaline, un autre neurotransmetteur qu'on n'a pas vu pour l'instant, mais qu'on va voir dans le chapitre 12. Pour ce qui est de la contraction en réaction à un étirement, la réaction ne dure pas si l'étirement se prolonge. Donc, c'est un mécanisme de contraction-relâchement. Le muscle lisse va subir une contrainte lorsqu'il s'étire. Il va réagir d'abord par une contraction, puis après un certain temps, il va finir par se relâcher. Donc, l'étirement, plus on étire, ça ne va pas faire en sorte que plus on va avoir de contraction. Et c'est même l'inverse. Plus on étire, plus on va avoir un relâchement à un certain point. La contraction en réaction à d'autres facteurs. Donc, il peut y avoir une contraction des muscles lisses en lien avec la présence de différentes hormones, la baisse du pH du milieu où il est en contact, une faible concentration en oxygène, un taux plus élevé en dioxyde de carbone, certains médicaments qui vont avoir tendance à augmenter la contraction du muscle lisse et des cellules auto-excitables, comme par exemple l'ocytocine qui peut causer la contraction des cellules musculaires lisses de l'utérus. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent contribuer à la contraction du muscle lisse et tout ça est bien sûr de manière complètement involontaire. Donc, il y a différentes catégories de muscles lisses. Le premier, c'est le muscle lisse qui est multi-unitaire. Ce sont des cellules qui se contractent séparément en réaction à une stimulation. Elles vont être présentes dans l'iris et les muscles ciliaires de l'œil, dans les muscles arrecteurs des poils de la peau, au niveau de la paroi des grandes voies respiratoires, puis au niveau des grandes artères. Les cellules vont être disposées en unités motrices, puis le degré de contraction va dépendre du nombre d'unités motrices qui vont être activées. La tension est plus élevée lorsque beaucoup d'unités sont stimulées. C'est exactement la même chose que lorsqu'on avait les muscles squelettiques. On a aussi des muscles lisses qui sont plutôt unitaires. Donc, c'est les cellules de ce muscle qui vont se contracter à l'unisson en réaction à une seule stimulation. La plupart des muscles lisses se trouvent dans cette catégorie, donc c'est la catégorie la plus fréquente. Et les cellules vont être disposées en 2 ou 3 couches qui vont être liées par des jonctions ouvertes. Ils vont voir des jonctions ouvertes, on sait, c'est des jonctions communicantes qui vont permettre, bien sûr, le transfert de certains éléments du cytoplasme d'une cellule au cytoplasme d'une deuxième cellule. Elles vont être présentes dans les parois du système digestif, urinaire et génital, dans la grande partie du tractus respiratoire et dans la plupart des vaisseaux sanguins. Et la stimulation du muscle lisse unitaire va se propager par des renflements des neurones moteurs autonomes qu'on a vu sur un dessin un petit peu plus tôt, qui va passer à proximité des cellules musculaires lisses, qui sont appelées des varicosités autonomes. Et les vésicules synaptiques situées dans les varicosités vont contenir un type de neurotransmetteur et les récepteurs vont être disséminés dans le sarcolemme. Il va y avoir de nombreuses cellules musculaires lisses qui vont être stimulées de manière simultanée et la stimulation va se propager d'une cellule à l'autre à cause des jonctions communicantes ou jonctions ouvertes. Les cellules vont donc se contracter tous ensemble de manière synchrone.